à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air, Lilian à la présentation pour une émission spécialement dédiée à l'Eurocup comme on vous l'avait annoncé dans l'émission preview. Voilà, on va revenir maintenant chaque mois sur le parcours du Paris Basketball dans cette compétition européenne. Et pour ce faire, notre expert du vieux continent, Corentin Rodriguez de Upset Media, nous accompagne. Salut Corentin. Salut Lilian, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et je dis nous, car voilà, tu le dis aussi Corentin, nous sommes également accompagnés par Flavien. Salut Flavien. Salut à tous. Alors voilà, pour cette émission spéciale Eurocup, le fil conducteur va être assez simple, il va se répéter sur les prochains mois. On va d'abord, en introduction, effectuer un petit bilan du mois passé, des 4 matchs qu'a disputé le Paris Basketball, avec les choses qui nous ont plu, mais également celles qui nous ont déplu. En milieu d'émission, il y aura un petit débat qui interviendra aujourd'hui. On se demandera où se situe le niveau des équipes en Eurocup par rapport à celui du championnat de France. Vous verrez là où on veut en venir. Et enfin, on abordera le calendrier à venir du Paris Basketball en Eurocup. Enfin bref, trêve de paroles, l'introduction était bien trop longue. Jingle, et on se lance tout de suite dans le grand bain européen. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball. Et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball On Air. Contrairement à la Betclic Elite, le Paris Basketball a réalisé des débuts plutôt intéressants en Eurocup. Le club de la capitale a un bilan à l'équilibre après 4 matchs. Il y a eu 2 victoires, tout à l'extérieur, dès la première journée face à Ankara, puis ensuite lors de la 3e journée à Twente. Et il y a eu aussi 2 défaites à domicile. Le Paris Basketball n'a toujours pas ouvert son compteur, que ce soit en championnat ou en Eurocup à la Halle Carpentier. Des défaites face à l'Hapoel Tel Aviv et Grande Canaria, 2 des principaux favoris du groupe B. Flavien, tu ne m'en voudras pas, mais honneur à notre invité Corentin pour lancer l'émission et la première question. Tout d'abord, Corentin, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as pensé globalement des prestations européennes du Paris Basketball jusqu'à maintenant? Eh bien écoutez, je suis très content. J'ai un avis global qui est super positif. Premièrement, on est à 2 sur 2, enfin 2-2, j'allais dire 2 sur 2. 2-2. On tient le top 16 pour l'instant. Il faut au minimum 6 victoires, rappelons-le, pour arriver à l'étape suivante, qui est le top 16. Donc voilà, on est bon. 2 victoires, 2 défaites, impeccable. Et puis des victoires pas des moindres. Sachez qu'on a gagné le premier match contre Ankara, qui fait partie des favoris de la compétition et du groupe, donc c'est une très bonne nouvelle. Et enfin, les défaites étaient plutôt accrochées, même si le score ne le reflète pas forcément. Donc mon avis global est grandement positif. Et toi, Flavien, qui a pu suivre à la fois, alors peut-être que Corentin, je ne sais pas s'il a peut-être un petit peu moins suivi les matchs de championnat, mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, des débuts du Paris Basketball en Eurocup qui sont diamétralement opposés, en tout cas, surtout en termes de résultats comptables, mais également aussi dans le jeu par rapport au championnat de France? Tu vois, tu dis que. Moi, j'aurais dit qu'il y avait 2 visages diamétralement opposés, pas forcément dans la manière de jouer, parce que on va en parler après, mais je trouve que globalement, Paris ne change pas du tout sa manière de jouer, que ce soit en Eurocup ou en championnat. Mais c'est vrai que, en termes de résultats, tu es à l'équilibre après 4 journées, ce qui n'était pas forcément vraiment attendu. En plus, avec des problèmes de blessures qui touchent l'effectif. Donc, franchement, comme l'a dit Corentin, plutôt agréablement surpris. Et en tout cas, le top 8 du groupe se rapproche. Puisque derrière, ça n'a toujours pas gagné. Je crois que les deux derniers du groupe ont toujours pas gagné de match, sont à 0-4. Donc, tu as déjà fait un break qui peut être intéressant pour la suite. Paris, en tout cas, n'est pas en touriste, en tout cas, dans ce groupe d'Eurocup, et c'est déjà la première bonne nouvelle, je trouve. Rentrons un peu plus dans le détail de ces rencontres, messieurs. Corentin, est-ce que déjà, parlons un petit peu positif pour le Paris Basketball, ça nous arrive assez peu en tout cas dans les derniers débriefs de match. Corentin, dis-nous ce qui t'a plu sur les matchs du Paris Basketball, que ce soit collectivement ou des perfs individuels, des joueurs en particulier. Dis-nous qu'est-ce qui t'a plu dans les 4 premiers matchs du Paris Basketball. 3 points. Le premier, c'est que j'ai trouvé que Paris n'avait pas froid aux yeux, il n'était pas effrayé par la dureté physique. Alors, je dis pas le niveau athlétique, mais la dureté physique affichée par certaines équipes. Ils sont rentrés vraiment dans leur compétition des 2 pieds, quoi. Ils ont été à fond. Rappelons-le, hein, il y a pas grand joueur qui ont des expériences Eurocup ni Euroleague. Et en Coupe d'Europe, je crois qu'il y a que Allman, Jeremy Evans et Toupane qui avaient des expériences européennes, si je ne m'abuse. Donc c'était super. Deuxièmement, c'est les perfs individuels de Monsieur Allman et Monsieur Kamagaté.
c'est incroyable. Le premier à 23,5 d'éval, donc il est deuxième à l'éval de la compétition. Dans les points marqués, il est deuxième également. Et Kamagaté, lui, par contre, est premier au bloc. Et je trouve que les deux aident grandement leur équipe. Et enfin, pour parler d'une chose un peu plus technique, je dirais que la défense du pick and roll est en constante amélioration au fur et à mesure des matchs et que ça se voit dans le jeu. Voilà. Note à moi-même pour les prochains épisodes, limiter Corentin à seulement 2 bons points, parce que sinon Flavien tu n'en auras plus, mais est-ce que Flavien tu en as un autre à nous proposer peut-être sur les matchs? Il y a notamment eu l'arrivée également de Jeremy Evans qui a fait du bien en Eurocup. Ah bah Jeremy Evans, même si comme l'a cité Corentin, il a joué qu'un seul match, mais je crois que c'était la victoire à Trento où il était là. Et ça a fait, son arrivée a fait beaucoup de bien en général dans l'équipe de par son expérience et son profil d'intérieur que Paris n'avait pas, en fait, tout simplement. Un deuxième grand intérieur qui peut jouer 4-5. Et c'est vrai que il a bluffé tout le monde sur ses premières minutes, en tout cas en Eurocup avec Paris. Tu sens que c'est un gars, comme l'a dit Corentin, c'est un gars qui a un CV, en tout cas en Europe, et qui a beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui manque à Paris. Je crois que, à part Toupane et Evans, je crois que tu n'as aucun joueur qui a plus de 30 ans dans cette équipe. Donc forcément, quand tu rajoutes un peu d'expérience, ça te permet de gagner des matchs. Trento, après, ils sont pas forcément très très bons. Hein. Ils ont pris une valise, je crois, au dernier match en Eurocup qu'ils ont joué. Je crois qu'ils ont pris -30, un truc du genre. Mais t'as des victoires En fait, ce que j'ai trouvé bien, c'est que t'as jamais été lâché dans un match, sur les 4 matchs, et notamment par exemple en Cara le premier, t'as pas forcément été devant tout le long, mais c'est que vu que t'étais pas loin, t'y as cru, tu t'es permis d'y croire, et au final t'as réussi à l'emporter. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est de voir que Paris lâche rien en Eurocup et se laisse en tout cas l'espoir de gagner les matchs à chaque fois. Flavien, tu gardes la main. Qu'est-ce qui t'a déplu à contrario? Et il y a peut-être des choses comment dire, des problématiques qui subsistent à la fois en Eurocup et également qu'on a vu en championnat depuis le début de la saison pour Paris. Ouais, forcément, je pense qu'on peut parler du volet défensif qui est toujours le souci numéro un, parce que Paris est la deuxième attaque de son groupe en Eurocup. Par contre, c'est toujours, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière en défense de son groupe. Donc forcément que ce point-là est à revoir. Et puis, en fait, c'est simple, c'est tous les points en fait négatifs qu'on cite depuis le début de saison, on les retrouve quand même beaucoup. C'est que c'est une équipe qui fait assez mal tourner la balle, qui pas forcément beaucoup d'adresse, je trouve, et a des cadres parfois qui lâchent un peu prise. On peut parler de Tyrone Wallace sur les 2 premiers matchs, ou même si je le trouve un peu mieux en Eurocup qu'en Betclic Elite, Axel Toupane aussi qui est pas forcément au top au top. Qu'as-tu pensé, toi, de l'aspect défensif, Corentin? On a notamment vu, alors là, c'est toujours le bas blesse pour Paris, mais également, on a vu que, j'ai en mémoire notamment le match en Italie où Paris s'était adapté défensivement. C'est quelque chose qu'on remet parfois en cause depuis le début de la saison, les adaptations justement, mais à Trento, Paris avait notamment joué de la zone qui avait beaucoup gêné l'équipe italienne. Qu'est-ce que toi tu penses de la défense de Paris dans cette compétition pour le moment, Corentin? Sur le coup du passage en zone contre Trento, j'ai bien aimé. C'était intelligent, surtout face à une équipe qui peinait à shooter à ce moment-là. Cependant, je trouve qu'il y a des énormes trous en défense. Je sais pas si c'est la fatigue ou le manque de rotation, on va dire, mais c'est vraiment voilà, il n'y a pas le détail apporté pour être gênant, pour avoir un point d'ancrage défensif qui apporte du lien. Et c'est marrant parce que on le retrouve aussi en attaque. Donc c'est vraiment problématique et Jeremy Evans va pouvoir combler certains trous, mais il peut pas jouer 40 minutes. Messieurs, est-ce qu'on peut peut-être enchaîner du coup sur le... Je trouve que l'exemple de Trento, on va rebondir dessus pour notre débat de l'émission, qui est aujourd'hui centré sur... C'est une question qu'on se posait avec Flavien, avec Antoine également. Nous, on n'a pas forcément une grosse... une grosse connaissance du niveau européen général, que ce soit Euroleague, Eurocup, BCL. Mais on se demandait, Corentin, c'est un peu une question qui est orientée vers toi, comment expliquer le bon début de saison de Paris en Coupe d'Europe, conjugué avec ces mauvais débuts en championnat de France? Est-ce que, derrière cela, est-ce qu'il y a une différence de niveau entre l'Eurocup et le championnat de France qui,
depuis maintenant quelques années a le niveau qui augmente largement, notamment voilà, il y a les deux têtes d'affiche Monaco et l'Asvel, mais il y a également un niveau moyen, on peut le dire, je pense, des équipes françaises qui est plutôt bon. Alors la question, elle est un peu crue, mais elle est simple, Corentin. Est-ce que le niveau en Eurocup est moins bon que celui en championnat de France? Excellente question. Pour moi, il y a différents facteurs. Très honnêtement, je le vois à plusieurs niveaux. Il y a des facteurs psychologiques. Quand tu joues une Coupe d'Europe, bah, tu prends un bol d'air frais par rapport à ton championnat. T'as pas de menace de relégation. Il y a aussi des ricains qui ont la volonté de se montrer pour la NBA, l'Eurocup ou enfin l'Euroleague. Je sais que Kyle Holman est suivi de près en Espagne. Baskonia et Valence sont sur le coup. Et puis aussi, tu as l'aventure, le voyage, la nouveauté pour ce club qui vit sa première saison. Deuxième chose, c'est que le jeu est différent. Le jeu est plus structuré en Europe avec des équipes plus posées, avec une densité physique différente et une dimension athlétique ou très différente aussi. Le jeu est plus lent, les systèmes plus longs à être exécutés et la volonté de Paris de jouer la transition et le jeu rapide peut les bousculer. Donc ça peut influer énormément sur la victoire et le scouting peut être différent également. Et dernière chose, et ça c'est intéressant, je veux vraiment votre avis là-dessus, l'Eurocup c'est un sprint. Jusqu'au top 16, il faut que tu gagnes quelques matchs. 6, si ma mémoire est bonne, et t'es au top 16. Et ce qui sera une réussite pour Paris. En Jeep Elite, c'est un marathon. Donc c'est deux exercices différents. Flavien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces 4 premiers matchs de Paris en Eurocup, par rapport, bah, notamment plus là sur les adversaires? Est-ce que toi aussi, comme le disait Corentin, tu trouves que bah, le jeu up-tempo de Paris a un peu désarçonné les adversaires, en tout cas les 4 premiers adversaires du Paris Basketball dans la compétition? Bah, ce qui est marrant, c'est que Paris est déjà une équipe atypique en France dans sa construction et de sa volonté de jouer hyper vite. Une équipe de G-League concrètement, si on veut caricaturer les choses. Et cette équipe de G-League, en gros, pareil en Europe, je pense qu'elle surprend en fait. C'est encore une surprise pour les équipes européennes dans le scouting et dans la manière d'approcher tactiquement Paris. Et il y a un aspect qui, moi, je trouve est hyper important en fait depuis le début de saison en Eurocup pour Paris, c'est au niveau des pertes de balles. Paris perd moins de ballons, je crois, qu'en Betty Elite, parce qu'ils sont seulement à 14 par match en Eurocup. C'est régulier de voir Paris à 18, 19, 20 pertes de balles par rencontre en championnat. Et bizarrement, ça va mieux au niveau des résultats. Peut-être qu'il y a plus de concentration en soi dans les matchs européens, comme tu l'as dit aussi, Corentin. Les joueurs aussi sont plus vus. On va pas parler forcément de la qualité de la retransmission, mais ça en fait partie. Mais un joueur comme Kyle Holman, qui lui donc qui est suivi par exemple en Espagne, comme tu le dis, mais qui aussi lui a des visées en NBA à très court terme. Ça, c'est quand même c'est une exposition plus importante que le championnat de France. Et pour le coup, je trouve que tout le monde en fait hausse un peu son niveau quand il s'agit de l'Eurocup, quand c'est pas forcément le cas en championnat. C'est sûr, ça se remarque vraiment pour le coup. Et puis il y a aussi cette grinta qu'ont certains joueurs. Gegic, pardon, notamment, m'a vraiment impressionné au premier match. Et ils n'ont pas froid aux yeux. Et je pense que cette saison européenne peut vraiment être une réussite pour eux parce qu'ils ont cette fraîcheur que n'ont pas d'autres équipes grisées par la compétition chaque année. Juste, je fais une précision, c'est bien 18 ballons perdus par match en championnat pour Paris et 14 en Eurocup. Donc ça change déjà beaucoup de choses en moyenne par match. Ah, c'est vrai que vous le disiez tous les deux. Moi, j'ai surtout l'impression aussi que voilà, il y a eu les joueurs du Paris Basketball ont été meilleurs, tout simplement déjà de manière individuelle dans cette compétition. Kyle Allman pour ne pas le citer, mais il y a également d'autres joueurs. Voilà, Jeremy Evans à Trento a été très important. Gegic aussi a fait aussi des très bonnes prestations en Coupe d'Europe. Et après, voilà pour un peu prendre l'autre versant du débat. Paris est aussi tombé sur des équipes très solides, la Poel Tel Aviv. On avait mentionné le secteur intérieur de l'équipe israélite dans la preview avec Corentin. Et ben, ils nous ont fait très très mal sur ce match. Jalen Howard fait un énorme double-double et aussi Chris Horton qui était très efficace. Les supporters qui étaient présents à Carpentier au dernier match face à Grande Canaria ont vu le niveau de jeu que peut avoir un AJ Slaughter qui a été dans le championnat de France jadis. Il y a également quelques intérieurs Grande Canaria qui nous ont fait assez mal. Donc je pense que Corentin, tu avais raison, ça
ça dépend de l'équipe que tu rencontres, du contexte dans lequel tu peux rencontrer une équipe à tel moment de la saison. Ankara, voilà, c'était leur, ils avaient quasiment pas eu de match en championnat, je crois, avant qu'on les affronte. On les a peut-être pris un peu à froid. Et donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent en compte. Répondre à ce débat-là de simple oui, le championnat de France est meilleur ou non, il n'est pas meilleur, c'est un petit peu plus compliqué que cela, je pense. Ah, disons que c'est différent, quoi. Est-ce que tu avais un dernier mot à ajouter, Corentin, sur cette partie? Je voulais juste dire que oui, c'est différent en fait. Il faut varier les plaisirs, comme dans tout dans la vie. Et le championnat de France, c'est un peu, je vais vite m'emballer, mais la NBA d'Europe, c'est-à-dire qu'on a une dimension athlétique qui est beaucoup plus forte que les autres championnats. Des joueurs qui bondissent, des joueurs costauds. Et en Europe, ailleurs, ça pose davantage le jeu, même si on a des gars durs au mal. Donc au final, Paris, bon an, mal an, va faire un bon exercice en Eurocup, je pense. Et en championnat, ils vont se mettre au niveau physique. Donc je me fais pas d'inquiétude. Et puis on peut donc se tourner vers la suite pour le Paris Basketball. Avant ça, j'ai envie de savoir un petit peu, messieurs, quel événement vous retenez de ce premier mois de compétition en Eurocup. Alors ça peut être tout, ça peut être un match, un fait de jeu, de l'extra sportif également. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce premier mois de compétition? Je te donne la parole, Corentin. Ça peut être Paris Basketball ou non, pour aussi que voilà, nos auditeurs apprennent à découvrir cette compétition. Corentin, à toi la parole. J'ai abusé, j'en ai pris deux. Les fans de Tel Aviv qui ont fait un beau spectacle à Carpentier, bravo à eux. Et puis deuxième chose, Bégarin qui a taffé Bacherovski au poste lorsque Granka est venu cette semaine. Donc c'était deux images qui m'ont vraiment intéressé et qui donnent espoir pour Paris Basket dans cette compétition. Ouais, les supporters de l'Hapoel Tel Aviv qui étaient venus en nombre à la Halle Carpentier, qui avaient vraiment, qui, Flavien, tu ne me contrediras pas, pardon, si je dis qu'ils ont donné la meilleure ambiance depuis l'existence du Paris Basketball à la Halle Carpentier. Moi, je n'y étais pas, tu y étais. Tu vas peut-être pouvoir nous en glisser un mot là. Et toi aussi, je te demande du coup, quel événement tu as retenu de ce mois d'octobre? Ouais, bah non, pour la poêle Tel Aviv, les supporters, si je le dis un peu vulgairement, c'était le bordel. Non, ils ont fait un Dans le bon boucan sens du terme. dans le bon sens du terme, bien sûr. Puis, enfin, surprenant, tu vois, à Carpentier, quand les clubs adverses viennent, c'est, on va dire, plutôt bon enfant, où ça reste dans les champs, et puis là, je sais pas, dans le premier carton, ça sort des fumigènes. Enfin, t'as eu de la fumée t'as eu de la fumée tout le match, ils ont demandé à arrêter le match. Je crois que c'est Toupin qui a demandé à arrêter le match parce qu'ils voyaient plus rien. Nous, on voyait pas la tribune de l'autre côté. Donc non, c'était assez impressionnant effectivement, et que ça fait partie des moments plutôt marquants de ce début de campagne européenne. Moi, je te dirais la victoire à Ankara pour le premier match, parce que c'est assez rare que Paris débute une compétition, quelle qu'elle soit, par une victoire depuis sa création. Donc en plus, une belle victoire contre une équipe qui va jouer le haut de tableau dans l'Eurocup et qui vise le titre. C'était plutôt sympa et assez surprenant, je trouve, en fait. Moi, je vais retenir un aspect totalement terrain et qui, je trouve, illustre le début de saison du Paris Basketball. C'est le match à Trento et notamment la gestion, on va dire, notamment en deuxième mi-temps du Paris Basketball. Paris, pour résumer très rapidement, qui menait largement les débats face aux Italiens, notamment grâce à sa défense de zone, on l'a dit, et qui, dans un quatrième quart-temps qui était très étrange, on aurait presque dit 10 minutes de garbage time, mais au final, Trento était toujours là. Paris s'est fait peur, aurait pu perdre, au final l'a emporté. Mais je trouve que ça représente bien un peu voilà, le Paris Basketball qu'on a en ce début de saison, capable du meilleur et surtout du pire, notamment dans la gestion des rencontres. Et je rajouterai que j'aurais adoré assister au match de la Poel Tel Aviv, notamment tu le mentionnais Flavien avec la fumée qu'il y avait dans la Carpentier pour faire en tant que photographe, j'aurais adoré faire ces photos, l'ambiance donnée par les photos qu'on a pu voir du match après la rencontre était très très sympathique et aurait rendu du plus bel effet, j'en suis sûr. Voilà, messieurs, on va pouvoir faire maintenant un point sur le classement du Paris Basketball dans ce groupe B de l'Eurocup. Paris est actuellement 7e et tu es donc potentiellement dans les 8 pour les playoffs. Et tu le mentionnais, Flavien, il me semble en milieu d'émission, Paris a 2 victoires d'avance sur le 9e et le 10e que sont Trento et Slavorka. Les Polonais ne m'embêteront pas sur la prononciation. Ces deux équipes qui n'ont toujours pas ouvert leur compteur dans cette compétition.
Corentin, rapidement, est-ce que c'est une surprise de voir ces deux équipes dernières et qui n'ont toujours pas de victoire pour le moment? Non, pas du tout. On les attendait à ce niveau-là. On les attendait à ce niveau-là. Et au niveau justement de la tête du groupe, pour l'instant, il y a plutôt des équipes qui confirment leur statut, notamment la Poel Tel Aviv et l'équipe du Monténégro Podgorica. Exactement, c'est le prochain adversaire de Paris d'ailleurs. C'est la première équipe au rebond, que ce soit offensif et défensif. Et ben voilà, la transition est toute trouvée. Rapidement, les futurs adversaires pour Paris Basketball à cheval sur le mois de novembre et le mois de décembre, il y aura le déplacement au Monténégro. Ensuite, la réception d'Hambourg fin novembre. Et il y aura un peu en décembre, ce sera un peu les extrêmes, un déplacement en Pologne le 7 décembre et la réception de Prometheas Patras. Le 14 décembre, ce sera. On peut en dire un mot, Corentin, parce que tu avais notamment parlé de Young à Patras, qui est actuellement le meilleur scoreur de l'Eurocup, si je ne m'abuse. Effectivement, ouais, c'est l'équipe qui score le plus devant Paris cette saison, Patras. Donc pour une fois qu'on a une équipe grecque qui est plutôt sexy, qui joue up tempo, c'est cool. Par contre, c'est top 2 en perte de balle. Donc l'opposition contre Paris va être très très intéressante. De voir des équipes avec un jeu plus ou moins similaire s'affronter, ça va être super intéressant. Et pour le coup, les autres équipes, comment bon, voilà, on l'a dit, Podgorica, c'est l'un des favoris du groupe. Comment tu vois si on ferait un petit pronostic sur ces 4 matchs, on va dire, on va englober. Il y en a 5 avec le mois de décembre. Il y aura également un déplacement à Londres sur ces 5 matchs. Qu'est-ce que tu verrais quel serait peut-être un bon bilan pour Paris et quel serait le bilan réel que tu verrais toi? Je m'emballe, je m'emballe. Je sais pas ce que va dire Flavien, mais je m'emballe. Je pense défaite contre Podgorica. Par contre, ça va être victoire contre Vorklo, victoire contre Hambourg et victoire contre Londres. Patras, ça va être très chaud. Mais bon, on peut y croire. Ça va être très très compliqué, hein. C'est une équipe qui est en pleine bourre en ce moment. 3 sur 5 pour Corentin. Flavien, à mon avis, tu ne seras pas aussi positif, je me sens. À mon avis, hein. Tu sais que j'étais vraiment pas loin en plus. Euh, Non, moi je mettrais 2 sur 5 en fait, parce que les deux victoires que tu as citées. Enfin, en fait, j'étais quasiment d'accord sur tout. Hambourg, en fait, c'est juste que ça va être kiff-kiff et que je trouve que pour l'instant, c'est encore. Enfin, il faut encore avoir un peu de temps pour pouvoir pronostiquer, mais en tout cas, les victoires qui, moi, à mon sens, sont indispensables si tu veux finir dans les 8, c'est d'aller gagner à l'extérieur à Wrocław et à Londres. Parce que, bon, certes, là, Paris, en plus, n'a toujours pas gagné à domicile, donc tu es que à l'extérieur, bon, t'es bien, mais généralement, c'est à domicile que tu poses tes bases, et si tu vas vraiment gagner à l'extérieur contre les concurrents pour les dernières spots en playoff dans le groupe, je trouve que ce sera hyper important. Je dirais 2 sur 5 avec les victoires en Pologne et en Angleterre. D'autant il faudra peut-être prendre en compte le fait que là on enregistre avant le match du Mans. Et si défaite il y a, ce qu'on n'espère pas pour Paris, peut-être que Paris mettra l'accent au mois de novembre enfin fin novembre et au mois de décembre sur le championnat, peut-être au détriment de l'Eurocup. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se dessiner, Flavien, tu penses, ou malgré tout Paris jouera toutes les rencontres à fond jusqu'à la fin de l'année? Jusqu'à fin 2022, au moins, je pense que ce sera le cas. Et après, si le sentiment d'urgence est vraiment trop fort, parce que c'est bien de vouloir se qualifier en playoff en Eurocup, mais de toute manière, c'est le championnat qui compte pour rester en Belgique Elite. Je pense que ça changera d'ici janvier, mais de toute manière, il faut que Paris gagne des matchs en championnat. J'ai plus le calendrier du mois de novembre en tête, mais il me semble qu'il y a Pau qui se balade quelque part. Non, Pau, on a déjà joué. Bon, bref, j'ai plus le calendrier, mais il va falloir gagner contre les équipes qui sont un peu dans la même dynamique que Paris en ce moment, donc comme des Strasbourg, le Portel, même s'ils ont gagné hier soir. Il faut que Paris trouve cette même dynamique qu'ils ont en Europe pour la calquer sur le championnat, parce que ça devient urgent. Ouais, il y aura notamment au retour de la trêve internationale, il y aura notamment un déplacement à Roanne et il y aura la réception du Portel. Donc ça, ce sera clairement deux rencontres à prendre pour le Paris Basketball, déjà pour se sortir un petit peu de cette zone rouge et ensuite pouvoir potentiellement prétendre aux playoffs en Betclic Elite. Bien messieurs, si vous n'avez pas de mots à rajouter, peut-être Corentin sur cette première émission débrief de l'Eurocup, est-ce que tu as un mot de conclusion à rajouter sur le Paris Basketball?
Sur le Paris Basketball, non, mais pour Paris Basketball on Air, merci de m'accueillir. C'est ultra motivant de faire cette émission avec vous et j'espère qu'on va être bon cette saison, qu'on va continuer ensemble à kiffer. Et Voilà. voilà, merci à toi Corentin. C'est ainsi que se termine cet épisode, le premier voilà d'une longue série, on l'espère pour le Paris Basketball en Eurocup. Voilà, on vous rappelle le principe de l'émission rapidement, une fois par mois, voilà, de manière à peu près mensuelle, on reviendra avec Corentin et Flavien, voilà, comme sur cet épisode ou encore Antoine, sur les matchs disputés par le Paris Basketball sur les derniers matchs dans cette compétition européenne. En attendant, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @ParisB-8OnAir sur Twitter et Paris Basketball On Air sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à suivre le travail de Corentin et de ses collègues d'Upset Media sur Twitter. Il y a également une chaîne YouTube, The Upset Media, c'est tout simple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de contenu sur les Coupes d'Europe et même les compétitions FIBA en général. Voilà, une seule adresse, c'est Upset Media. Merci Corentin, merci Flavien, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle émission Eurocup. Bye bye. Ciao, ciao! Ciao!